Vous écoutez RTL. Quand je suis arrivée, tout de suite sur le siège, et piqûre, et puis arracher les 8 dents d'un coup. Donc je suis restée 3 heures dans son cabinet à pisser le sang. Quand vous vous retrouvez sans dents comme ça, on sent gêné. Et puis il y a la souffrance morale, physique et puis financière. Bonsoir, on le surnomme Marc l'Édenteur, référence explicite à Jacques l'Éventreur ou encore le dentiste de l'horreur, le boucher de Château-Chinon. Dans cette ville tranquille de la Nièvre, entre 2008 et 2012, le Hollandais Mark van Nierop a fait plus de 100 victimes des interventions médicales d'une sauvagerie inouïe, dents saines arrachées, molaires percées, mâchoires disloquées. 10 ans après les faits, des victimes souffrent toujours le martyre après ces actes qui ressemblent à s'y méprendre à de la torture. La plupart ont vu leur vie changer après s'être assises dans le fauteuil du docteur Van Nierop, un homme au profil instable qui s'accusera du meurtre de sa première femme et dont le nom sera cité au détour de la mort violente d'un notable de la Nièvre. C'est cette trajectoire, pour le moins inquiétante, que nous allons suivre. Pourquoi un homme a priori insoupçonnable et qui avait pignon sur rue a-t-il pu causer une telle terreur? L'appât du gain suffit-il à expliquer cette dérive? Pourquoi un tel acharnement qui fait de lui un bourreau? Existe-t-il d'autres Mark van Nierop quand la médecine flirte avec le crime? C'est le dossier que nous ouvrons ce soir avec nos invités. Le 3 novembre 2008, le docteur Jacobus Marinus van Nierop, plus simplement appelé Mark van Nierop, 44 ans, inaugure en grande pompe le nouveau cabinet dentaire de Château-Chinon, logé dans une maison ancienne au volet rouge au numéro 3 de la place Saint-Christophe en plein centre-ville. Un vin d'honneur est donné pour célébrer l'événement. La petite localité, 2100 habitants, est soulagée. Celle-ci a beau avoir été rendue célèbre à une époque par François Mitterrand qui en avait fait son fief, elle n'en demeure pas moins un désert médical. Le dernier dentiste a fermé son cabinet 2 ans auparavant et depuis, les habitants doivent faire au minimum 40 km pour aller se faire soigner. Mark van Nierop ne parle pas un mot de français, la raison pour laquelle sans doute il garde le plus souvent le silence, mais il présente bien un colosse au physique de rugbyman plutôt rassurant. Il semble se plaire à Château-Chinon. Il est arrivé il y a quelques mois déjà et a vite pris ses marques. Le 8 août, il s'est même marié à la mairie de la commune avec Caroline Staats, une compatriote arrivée avec lui. Encore une chance pour les habitants. Celle-ci est prothésiste dentaire. La municipalité est comblée. Recruter un dentiste français était mission impossible. C'est une société spécialisée dans le recrutement de praticiens néerlandais dirigée par Jan van der Lee, qui s'est occupé de cette installation. La société a déjà fait venir en France une 50aine de professionnels, tous dûment diplômés, sans jamais connaître le moindre problème. Le cabinet de Mark van Nierop, où tout le matériel est neuf, trouve instantanément une abondante clientèle. Le dentiste dispose d'une secrétaire, Françoise, qui cale les rendez-vous et organise les plannings. Van Nierop a encore une assistante dentaire, Élise. Il dispose également d'un collaborateur, un confrère d'origine néerlandaise, Frank Godron, qui ne va rester que 2 ans avec lui. Aucun souci lors des premiers mois. Le nouveau dentiste apparaît comme des plus sérieux. Il fait remplir des dossiers à ses patients. Il est très disponible, enchaîne les rendez-vous du matin au soir. Il lui arrive même de donner des consultations à 6 heures du matin afin de satisfaire tel ou tel patient. Personne ne sait alors que cet homme, diplômé de l'université Radboud à Nijmegen, à l'est des Pays-Bas, tout près de la frontière allemande, que cet homme a eu maille à partir en Hollande avec 4 patients. Des plaintes ont été déposées pour mauvais soins et violence. Il est également fait état de surfacturation. Van Nierop a fait l'objet d'une enquête du Conseil de l'ordre de la Haye, a reçu un blâme, puis écopé d'une suspension d'exercice pour 1 an. Ses soins étaient si mauvais qu'une mise à l'écart ne suffisait pas, explique Sandra Schroeder, membre du Conseil de l'ordre. Van Nierop s'efface alors lui-même du registre des praticiens et prend la direction de la France. Bonsoir Nicole Martin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous avez été l'une des patientes du docteur Van Nierop avant d'être l'une de ses victimes. Vous avez créé l'association du
collectif dentaire qui regroupe toutes les victimes. On va voir évidemment ce qu'a fait ce dentiste. On va rentrer dans les détails. Quel souvenir vous avez, vous, de votre première rencontre avec ce praticien? À l'époque, évidemment, il n'est pas question de plainte, c'est quelqu'un de respecté et respectable. Oui, c'est quelqu'un qui est un bel homme, taille rugbyman, qui est assez souriant, qui parle peu français, qui est assez affable. Donc, il n'y a pas à s'en méfier dès le premier abord. Bien sûr. Et surtout, il est accueilli, j'allais dire, comme le Messie. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, dans ce désert médical qui est Château-Chinon, c'est quelqu'un qui est... on a envie vraiment qu'il soit là et qu'il travaille. Bien entendu, on a envie qu'il travaille. Disons qu'il était installé depuis 2 ans lorsque je me suis rendu en l'absence de mon dentiste pour une urgence dentaire. Et en définitive, je n'avais rien entendu à son sujet. Donc on pouvait supposer que tout se passait très bien. C'est quelqu'un qui vient grâce à la municipalité. Hein. Il a des aides, etc. à l'installation. Hein. C'est quelqu'un qui a des aides à l'installation et qui est venu grâce à la municipalité, à la communauté de communes, etc., à toutes les aides. Donc c'est important de le signaler pour la suite. Bien sûr, c'est important de le signaler. Il est insoupçonnable et évidemment, on lui fait une confiance totale. Maître Charles-Joseph Houdin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes dans le studio de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté vous aussi cette invitation. Vous êtes l'avocat des parties civiles. Vous connaissez évidemment bien Nicole Martin qu'on vient d'entendre et qui aura l'occasion évidemment de s'exprimer tout au long de l'émission. Précisez-nous un petit peu qui est ce Van Nierop finalement. Alors a priori, on l'a dit, quelqu'un de très bien et de respectable. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait pareil, notamment ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Alors vous voyez, le jugement c'était 2016, donc le temps a un peu passé. Qu'est-ce qui reste dans mon esprit de Van Nierop ? D'abord, un décalage profond entre le Van Nierop qu'on a vu à l'audience et le Van Nierop que mes clientes me décrivaient dans son cabinet médical. Dans le cabinet médical, vous l'avez dit, Madame Martin le dit, c'était un colosse, très beau, très fort, très imposant, et de ce que mes clientes me disaient, presque un peu comme un gourou. Et je crois que Madame Martin sera d'accord avec moi, il avait ce côté gourou et il en imposait. Il en imposait sur les signes extérieurs de sa réussite, des grosses voitures. On va en parler, on va venir sur lui. Mais... Donc j'ai le souvenir de cet homme un peu gourou, de la description qu'on m'en faisait, d'un homme très méchant, sadique, au sens qu'il faisait mal, et qu'on avait l'impression que ça l'amusait. Et pourtant, à l'audience, on avait en face de nous... quelqu'un de lisse, non ? Non, même un vieux monsieur abattu, peut-être un peu médicamenté, mais complètement abattu et une posture de victime qui ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait là. D'accord. Alors, à cette époque, et avant même le procès, on est là face à quelqu'un qui en impose, vous le dites très bien, un gourou. C'est vrai, hein, c'est quelqu'un à qui on ne peut presque rien refuser, qui a une puissance comme ça naturelle et de persuasion et puis même d'autorité. Et on en parle aussi avec Maître Jean-Christophe Coubris. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes également, vous aussi, dans le studio ce soir de l'heure du crime. Vous êtes avocat et auteur du livre « Au nom de toutes les victimes » aux éditions Flammarion. Je vais résumer très vite, vous êtes un petit peu la bête noire aujourd'hui des hôpitaux et du corps médical parce que vous attaquez à tout va dès que les choses dérapent. Donc vous allez nous servir aussi de fil rouge pour mieux comprendre peut-être cette histoire qui est sans doute plus complexe qu'on ne le croit. J'ai dit que finalement, Van Nierop, on va apprendre qu'il a fait des exactions aux Pays-Bas. Il n'y a pas de contrôle, c'est si facile que ça de venir s'installer en France et puis de dire de prendre un cabinet dentaire alors qu'on a un passif qui est quand même assez lourd. Là, vous appuyez sur un point extrêmement sensible. On s'interroge comment, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, comment on ne peut pas, sans procéder à une enquête trop approfondie, connaître les déboires de tel ou tel médecin avec son conseil de l'ordre quand on va sortir des frontières
pour aller chercher un autre praticien, faute de médecins français dans la région. Et c'est un événement qui n'est pas isolé. C'est un événement que j'ai rencontré moi dans ma carrière professionnelle, où le chirurgien qui va être embauché avait déjà son passif d'alcoolique su au Conseil de l'Ordre de Belgique, et personne en France ne va s'interroger. Mais maître, très simplement, en question de Béotien, il n'y a pas de communication entre incontestablement, les autorités, par exemple belges ou néerlandaises et... Alors, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de communication, bien évidemment, mais incontestablement, elle n'a pas lieu. En tout cas, elle ne se fait pas systématiquement. Et dans les cas que l'on cite, Charles-Joseph Houdin a rencontré un type qui n'avait aucune raison de travailler en France. J'ai rencontré une anesthésiste qui n'avait aucune raison de travailler chez nous. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un simple coup de fil au Conseil de l'Ordre du pays où on l'a recruté. Et je crains que les déserts médicaux soient un petit peu l'explication. On est tellement content, satisfait de trouver un profil qui le convient, qu'on fait preuve d'une totale négligence. Alors, j'ose espérer que ce n'est pas non plus le statut de médecin qui donne une toute-puissance et qu'on part du principe qu'un médecin ne peut pas avoir commis des méfaits. Maître Charles-Joseph Houdin, vraiment en un mot, il est passé sous les radars ? Vraiment en un mot, on va reparler. Il est passé sous les radars et il a menti. En quelques mois, le sauveur Mark Van Nierop va gagner une toute autre réputation. Le bouche à oreille va peu à peu le présenter comme quelqu'un de dangereux, mais aussi de malhonnête. Au bout de quelques mois, le cabinet Van Nierop tourne à plein régime. Les consultations s'enchaînent sans discontinuer, de quoi assurer des revenus confortables aux dentistes, dont le train de vie apparaît de plus en plus aisé. Avec son épouse, Caroline, il a choisi de s'installer à une quarantaine de kilomètres de Château-Chinon, dans le village bucolique de Montsoche-les-Settons. Le couple a acquis ici une vaste demeure qui est restaurée à grands frais, des travaux pharaoniques, une piscine, une cave à vin, des dépendances dont le paiement est toujours différé. Les entrepreneurs locaux font confiance à ce médecin qui en impose, un homme autoritaire et directif. On le voit rouler dans un gros SUV ou au volant d'une Cadillac décapotable. De toute évidence, les affaires marchent bien. Il contacte même le maire du village pour lui proposer d'ouvrir une succursale dentaire. Le maire de l'époque, médecin, a un mauvais pressentiment. Il se méfie de ce praticien un peu trop homme d'affaires à son goût. Les travaux concernant le futur cabinet médical sont arrêtés. 2 ans après son installation, des patients se plaignent déjà des mauvais soins du dentiste, des douleurs infligées, des hommes et des femmes qui croient alors être des cas isolés. Peu à peu, toutefois, la mauvaise réputation du docteur Van Nierop circule et s'amplifie. Nicole Martin est l'une des premières clientes du docteur à faire part de ses interrogations et de ses doutes à Élise, l'assistante dentaire de Van Nierop, croisée dans une rue de Château-Chinon. Contre toute attente, l'assistante médicale lui avoue elle aussi son inquiétude. Plusieurs autres personnes se plaindraient des soins effectués. Il est systématiquement question de dents arrachées sans raison. 9 abîmées par le docteur et 3 enlevées à Christelle alors qu'elle venait pour une simple visite de routine. Petite piqûre, ça fait pas mal. Ce sont alors les seuls mots qu'entendent les patients de la bouche du docteur. 7 piqûres pour Sylviane, 8 dents arrachées d'un coup et un appareil posé à vif, une hémorragie qui va durer 3 jours. Un dentiste qui enchaîne ainsi les rendez-vous et multiplie les interventions. Il facture des soins inutiles à la sécurité sociale. Il promet aux patients que tout sera pris en charge par la caisse d'assurance maladie. Il leur propose des paiements en espèces pour que l'intervention coûte moins cher. Bon moyen pour lui de gagner plus d'argent. Une escroquerie. Des dentistes de la région, stupéfaits de voir débouler des patients massacrés en provenance de Château-Chinon, alertent le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Nièvre. En 2011, le docteur Van Nierop est déjà dans la ligne de mire des autorités. Nicole Martin, on vous retrouve ce soir dans l'heure du crime, patiente et victime du docteur Van Nierop, présidente du collectif dentaire, une association qui a défendu toutes ces victimes et qui continue sans doute à les accompagner aujourd'hui. Comment vous commencez, vous, à vous inquiéter et à parler de cette histoire autour de vous ? Vous avez le sentiment d'être un petit peu seul à ce moment-là ? Bien sûr, nous sommes seuls quand nous sommes victimes. Déjà, il y a déjà la honte, et puis ensuite, il y a surtout le fait de se dire c'est quand même quelqu'un de la médecine qui a été placé là à Château-Chinon, donc il doit avoir les capacités. Peut-être
ça vient de moi. Peut-être suis-je trop fragile, peut-être je suis trop douillette, peut-être que j'ai des soucis d'abcès, peut-être, etc. Et c'est de là que j'ai rencontré Élise en lui disant rassure-moi, est-ce que il y a que moi qui ai des soucis comme ça? Qu'elle m'a dit non. Donc je lui ai dit tu vas essayer de me donner éventuellement, me guider vers d'autres personnes qui viennent me trouver. Et c'est là que nous étions 5 ou 6 au départ. Et j'avais un ami dans la police qui m'a dit de toute façon il est hors de question que tu mènes seul une plainte ou quelque chose contre le monde médical, tu ne sauras rien. Donc il faut créer une association. C'est ce que nous avons fait. Nous avons créé une association le 1er février 2013 et nous avons eu la chance d'avoir les journalistes locaux qui ont bien voulu... le journal du Centre, plus précisément, voilà, le journal du Centre, qui a révélé cette histoire. Il faut leur rendre hommage ce soir. Oui, je rends énormément hommage à Bertrand Evernaud qui est venu nous trouver à plusieurs reprises, qui a fait... des articles fort clairs et donc de là nous avons eu bien sûr beaucoup de personnes et nous avons créé notre association Loi 1901. Parce qu'il faut le dire, Nicole Martin, vous parlez du journal du Centre qui révèle cette histoire, mais on ne vous croit pas. Sûr que non. Au début on dit ce sont des excités peut-être, etc. Elles disent n'importe quoi sur ce pauvre docteur. Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que cet odieux personnage est arrivé comme un dieu, le Messie qui est arrivé à Château-Chinon. Et lorsque je vais rencontrer des personnes qui ont aidé à l'installation, on me fait vite comprendre que je suis l'indésirable, que c'est inadmissible, quoi. Je suis l'illuminé de service, si vous aimez mieux. Ouais, c'est hors de question qu'on dise du mal du monde médical. On a installé quelqu'un pour soigner, donc il n'est pas là pour faire mal. Il n'est pas là pour faire mal, il est là pour soigner. Et vous le dites très bien, cette espèce de respect naturel que l'on a finalement pour les blouses blanches, il faut les appeler comme ça. Tout à fait. Et je pense qu'il a soigné en particulier ma génération, si vous aimez la génération qui a 60-70 ans maintenant, et génération à laquelle nous a été inculqué ce respect de la blouse blanche, du monde médical, du monde dentaire, où on doit un grand respect parce qu'ils ont la science, ils doivent nous soulager et non pas nous faire souffrir. Donc, ce qui au départ, c'est ce qui m'a un peu entravé. Oui, tout à fait. Jusqu'au jour où je suis allé en même temps voir mes relevés de mutuelle et je me suis rendu compte qu'à la première séance, pour un plombage, un supposé plombage, je dirais, une intervention minime, il avait quand même fait payer à ma mutuelle 14 soins. Ah, quand même, oui. Et donc, si vous aimez mieux de là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a la souffrance. Est-il capable, pas capable? Mais en même temps, il est en train d'escroquer notre sécurité sociale qui ne va pas bien. Oui, c'est ça. Donc s'il le fait avec moi, il le fait avec tout le monde. Donc il faut absolument le dénoncer. Maître Jean-Christophe Coubris, auteur de Au nom de toutes les victimes aux éditions Flammarion et essentiellement les victimes médicales, un mot quand même sur cette espèce de respect absolu de la blouse blanche. Alors je dis pas que tous les dentistes évidemment ressemblent à Van Nierop, loin de là, c'est pas du tout le propos ce soir, mais il y a cette espèce de pression qui est mise sur les patients qui ne vont pas jamais oser dire quoi que ce soit, même si ça se passe mal. C'est vrai que vous avez raison, il faut le rappeler, on est dans une situation exceptionnelle. L'ensemble des médecins qui nous apportent des soins sont là pour le faire. Et on les remercie. Et heureusement, sont là pour le faire dans les meilleures conditions et toujours dans l'intérêt du patient. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a quelques exceptions. Et naturellement, ce que j'entends me frappe, parce que finalement, c'est ce que j'entends au quotidien. On a d'abord le sentiment d'être coupable de la situation, alors qu'on est victime d'un escroc, mais ce respect qui n'est pas forcément lié à une génération, madame. Je crois qu'on a tous le respect à l'égard du corps médical, parce qu'il est digne de respect. Et le problème, ce sont ces individus qui, au contraire, font du mal au corps médical, qui font du mal à la médecine, et bien évidemment du mal à leurs patients, qui doivent être sanctionnés. Et c'est pas simple, et c'est vrai que le nombre souvent fait la force. Un individu isolé va parfois avoir des pires difficultés pour faire jaillir la vérité. Et encore une fois, dans le cas de madame, on voit bien que les médias aussi ont joué un rôle important. C'est un éclairage considérable. Nous avons besoin de vous, les médias, pour pouvoir mettre une certaine lumière à une situation qui pourrait rester opaque si cela restait
dans le petit milieu du corps médical. Je comprends bien. Et d'ailleurs, c'est le cas est exemplaire en l'occurrence, puisque c'est effectivement le journal local qui va en quelque sorte éclairer cette histoire. Maître Charles-Joseph Houdin, avocat des parties civiles dans cette histoire, que vous connaissez bien, vous la suivez depuis le début. À quel moment on sait que finalement le fameux docteur, c'est un escroc? Parce que la douleur, peut-être ça, tout le monde s'en moque, mais l'escroquerie, ça existe. Alors je vais répondre à votre question, mais déjà, c'est intéressant que vous continuiez à l'appeler docteur. Et ça va bien. Et ça va bien dans notre discours, c'est que il reste avec ce titre, et ce titre a fait beaucoup pour lui de sorte de protection. Alors, je disais ça sur l'anecdote, mais aussi pour montrer que symboliquement, c'est important. Le titre demeure, et comme il n'était pas médecin, tout ce qu'il a fait n'était plus un acte médical, et donc c'était des mutilations. Retirer une dent quand on n'est pas médecin, c'est une mutilation au même titre qu'arracher un bras, une oreille, que sais-je. Ça, c'était une petite parenthèse, mais pour vous dire que cette confiance légitime des patients, elle est difficile. Les premières choses que les patients doivent surmonter pour devenir plaignants, c'est eux-mêmes. C'est qu'il faut avoir le courage d'y aller. Et Madame Martin a eu le courage d'y aller. Alors sur l'aspect escroquerie, c'est fondamental. Et c'est une des alertes que les autorités n'ont pas vues. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il s'est mis à travailler, mais à beaucoup travailler. Et les volumes de remboursement des soins sont exceptionnels. Il faut se rappeler que, vous l'avez dit, il est accueilli comme le Messie, mais il est aussi financièrement très aidé. Oui. Il a une exonération des charges sociales, il a une exonération d'impôt sur le revenu parce que c'est un désert médical sur 10 années. Donc tout ce qu'il gagne, c'est presque de l'argent de poche. La Sécu n'a pas vu les dépassements de volume de chiffre d'affaires considérables. Et ça, c'était une première alerte qui n'a pas été entendue. 4 ans après son arrivée dans la Nièvre, le docteur Van Nierop est attaqué de toutes parts. Les rumeurs les plus sombres vont courir à son sujet. On le soupçonne même d'être derrière un crime inexpliqué commis dans le coin. Il sent alors le vent tourner et va disparaître. En ces années 2011-2012, les enquêtes se multiplient à propos du docteur Van Nierop. C'est démêlé avec l'ordre des médecins de La Haye, en Hollande, pays qu'il a quitté, alors qu'il risquait une radiation pour mauvais traitement et indélicatesse financière. Ces démêlés commencent à être connus. Le 16 mars 2011, le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de la Nièvre dépose plainte devant le procureur de la République de Nevers contre Marc Van Nierop, mais aussi contre son épouse Caroline pour pratique illégale au sein d'un cabinet dentaire et interdiction d'exercice de l'art dentaire sous un pseudonyme. L'épouse du dentiste utilisait effectivement un prénom qui n'était pas le sien et se présentait comme prothésiste dentaire, profession pour laquelle elle n'avait pas reçu de réelle formation. Elle s'est occupée de mes caries. Plus tard, un dentiste s'est aperçu qu'elle avait oublié une compresse dans le trou, témoignera un patient. Caroline Statz a bien un diplôme de prothésiste, mais c'est un document douteux obtenu en Thaïlande, un brevet non reconnu en Europe. Elle est en fait mannequin pour des photos de charme. Après sa mise en cause, l'épouse se rebiffe et porte plainte pour malversation financière contre son époux, qu'il a laissé tomber. Le docteur Van Nierop continue de donner le change. Il s'affiche désormais au bras d'une nouvelle compagne hollandaise, Jennifer Bakker, avec laquelle il mène grand train, comme si rien au fond n'avait changé. Le docteur Van Nierop a beau continuer à parader, il est bel et bien acculé. Les plaintes se multiplient, dénonçant toutes des actes indignes facturés au prix fort, des dents arrachées à la chaîne, des prothèses qui s'infectent, des opérations imaginaires. Les procédures vont ainsi se multiplier, forçant le praticien à s'expliquer. À l'automne 2013, le Conseil de l'ordre obtient sa radiation. Il fait appel. Vu la nature du dossier, un juge d'instruction est saisi. Le boucher de la Nièvre est rapidement mis à l'examen pour escroquerie. Violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est placée sous contrôle judiciaire. La tension est alors à son comble à Château-Chinon, où certaines victimes craignent de subir les représailles de celui qu'elles ont dénoncé. Un homme qui leur imposait de se taire quand elles souffraient et qui savait se faire respecter. C'est à cette époque qu'un notable de la région, Jacques Vaud, 74 ans, est retrouvé mort à son domicile d'Autun. Il a été frappé à la tête dans son sommeil
dans la nuit du 5 octobre 2013. Sa compagne, Elsier O'Sullivan, a elle été rouée de coups et assommée. Elsier connaissait bien le dentiste. Elle a travaillé avec lui avant de se fâcher pour une histoire d'argent, 8 000 € que le docteur ne lui a jamais rendu. Le praticien est entendu dans ce dossier criminel. Il dément toute implication. Il faudra attendre 2 ans pour confondre le meurtrier, le vrai, pas le dentiste, mais un saisonnier bulgare. Le docteur Van Nierop est sous pression. Il va alors prendre la fuite. Nicole Martin, et ce soir au téléphone de l'heure du crime, patiente et victime du docteur Van Nierop. Cette fois-là, avec les mois qui passent et avec tous vos efforts, cette fois, on vous croit. Vous avez le sentiment quand même que cette fois, on vous écoute. Et ce que vous dites, ce ne sont pas des fadaises, des fantaisies. Oui, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il a fallu beaucoup de déplacements, aussi bien à Nevers qu'à Bourges, qu'à Paris, pour essayer de se faire entendre, de se faire comprendre, etc. Je crois que beaucoup ont été surpris, ne pensaient pas qu'on pouvait être dans ce système-là où on avait un tel escroc, quelqu'un qui exerçait aussi mal son métier. Je pense que tous les politiques locaux qui l'ont fait venir et qui ont payé pour qu'il vienne, non pas ne voulaient pas me croire, mais avaient du mal à admettre qu'ils s'étaient trompés. Bien sûr. C'était compliqué à admettre pour eux. Je précise, Nicole Martin, que vous êtes vous-même une victime du docteur. C'est important de le souligner. Bien entendu. Vous avez eu des dents arrachées, c'est ça, non Oui, j'ai eu la chance d'être sa victime. Je suis allé pour un plombage et j'ai 3 dents en moins et chaque jour je pense à lui. Oui. Comme on avait un président qui pensait tous les jours à être président en se rasant tous les matins, moi je pense matin, midi et soir à Van Nierop, puisque j'ai un dentier à la place des dents qui ont été enlevées. Et vous êtes hélas pas la seule dans ce cas, puisqu'on le rappelle, il y a 120 victimes. On ne peut pas l'oublier de toute façon, parce qu'il y a eu une souffrance physique et psychologique. Et c'est important ce que vous dites, Nicole Martin, parce que moi je voudrais que vous nous disiez en mots, pourquoi il fait peur à ce point, Van Nierop ? Parce qu'on a l'impression que vous êtes terrorisé même quand il est mis en examen, vous avez peur qu'il vienne se venger, etc. Donc en définitive, ce grand personnage, quand il a vu on va dire que le vent tournait, j'ai trouvé qu'il se montrait un peu plus agressif. Et quand j'ai décidé, au bout de quelques temps, de ne plus y aller, parce qu'il faut savoir que aussitôt que nous sortions de son cabinet, on passait par le secrétariat, on avait un rendez-vous pour les 48 heures, etc. Donc on se disait, mais décidément, on a une dentition qui est vraiment catastrophique, quoi. Même si on a été suivi, on peut se poser des questions. Il instillait le doute, si vous aimez. Nous étions sous son emprise comme un gourou. Ouais, c'est ça. Et donc le jour où j'ai décidé que je n'irais plus, que c'était terminé, j'ai dit à mon mari, il faut m'accompagner. Parce que vous aviez peur. J'avais peur de sa réaction, soit j'avais peur. Ouais. Vous aviez peur, vous étiez sous emprise et vous le dites très bien. Maître Charles-Joseph Houdin, vous êtes l'avocat de ces victimes, de ces nombreuses victimes dans cette histoire. Pourquoi la justice est-elle saisie du cas Van Nierop à ce moment-là ? Et alors le Conseil de l'ordre, on comprend, mais là la justice pense que c'est très grave, c'est ça ? C'est pour ça qu'un juge est désigné ? Alors, faire un acte médical peut entraîner une mutilation. Un vrai dentiste peut arracher une dent. Mais arracher une dent par inadvertance. Non, volontairement. Et la loi autorise le médecin médical, bien sûr, à faire un acte médical. Mais si on n'est plus médecin, si on a menti au moment de son inscription et qu'en fait on n'est pas médecin, eh ben l'acte médical n'existe plus. Et c'est une mutilation. Et vous l'avez rappelé dans les chefs de poursuite, ce sont des infractions extrêmement graves et des mutilations permanentes. Madame Martin s'est fait arracher 3 dents, mais on a d'autres victimes qui, dans la journée, c'est terrifiant, se faisaient arracher toutes les dents de la mandibule supérieure. Et elle restait comme ça pendant des semaines avec des infections et une inquiétude à se plaindre. Et Madame Martin le dit bien, c'est que cette confiance dans le corps médical, et puis c'était un puissant, c'était un notable, conduit les gens, les citoyens comme nous, comme vous, comme moi, à être inquiets. Et à se résigner. Et à se résigner et à se dire, le dentiste ça fait mal, c'est comme ça et j'y retourne dans 48 heures. Alors ce qui met certainement le feu aux poudres, c'est l'aspect de l'escroquerie à la sécurité sociale. La sécurité sociale se rend compte qu'il fait énormément d'actes, y compris des actes sur des dents
qui ont déjà été arrachées. Donc après, c'est la poule aux œufs d'or. On fait des soins sur des dents inexistantes, on y retourne toutes les 48 heures, et à un moment, la sécurité sociale se dit il y a un problème. La sécurité sociale se dit qu'il y a un problème. Maître Jean-Christophe Coubris, auteur du livre Au nom de toutes les victimes, et notamment un livre qui traite beaucoup des erreurs médicales, pas facile de déposer une plainte pour erreur médicale. En tout cas, là c'est même plus une erreur, là on est dans un cas de violence. Alors, dans le cas extrême que vous citez, évidemment, on est bien au-delà de la responsabilité médicale. On est sur un type pathologique qui a une attitude criminelle à l'égard de ses patients. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, lorsqu'on est victime d'une faute suffisamment grave, suffisamment lourde pour justifier d'une plainte au pénal, le parcours sera difficile. Le parcours sera difficile parce que, vous l'avez dit, on a le respect des blouses blanches par défaut. Et indirectement, on aura tendance à penser que ce médecin a forcément bien travaillé, ce qui n'est pas toujours le cas. Le docteur arracheur de dents Van Nierop s'est subitement fait la belle. Il va être considéré comme fugitif par les autorités françaises. Les victimes, dont certaines ont subi des dommages irréparables, craignent alors de se retrouver dans l'impossibilité d'obtenir justice. Avant de disparaître, Marc Van Nierop a fermé fin 2012 son cabinet de Château-Chinon. Il a officiellement prétexté une grave blessure au bras droit, une paralysie. Il serait tombé d'une échelle en bricolant. Certains témoins l'apercevront toutefois au volant de sa Cadillac, apparemment en pleine forme pour conduire avec les deux bras et les deux mains. Au sujet de ses ennuis judiciaires, il a confié à un journaliste néerlandais « Cette affaire, c'est un complot ». Van Nierop est désormais dans la nature. Personne ne sait où il se trouve. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités françaises. Selon sa compagne, il a quitté Château-Chinon dans la nuit du 16 au 17 décembre 2013 en laissant une obscure lettre d'explication de disparition signalée seulement le 26 décembre. Van Nierop s'est en fait réfugié au Canada. Le 18 décembre, il y a retrouvé une nouvelle compagne et s'est installé le plus discrètement possible dans une maison de Nakavik, une bourgade de 900 âmes perdues dans la province du Nouveau-Brunswick. Malgré cette tanière retirée, la police canadienne retrouve sa trace. Le 1er septembre 2014, la maison est placée sous surveillance, puis assaillie par les forces de l'ordre. Le dentiste de l'horreur s'est réfugié dans la salle de bain. Il est ensanglanté. Il a essayé de s'ouvrir la gorge, une tentative de suicide pour retarder son extradition vers la France. Devant le tribunal d'Halifax, il fait encore cette révélation absolument stupéfiante. Il avoue avoir tué sa première épouse aux Pays-Bas. Véritable aveu ou stratagème destiné à être livré plutôt dans son pays. En Hollande, le fait est que la justice des Pays-Bas ne va pas considérer la mort de l'épouse comme suspecte. Nierop sera bel et bien renvoyé en France. Le mardi 8 mars 2016, Marc Van Nierop, 51 ans, comparé devant le tribunal correctionnel de Nevers. L'homme, incarcéré après son extradition, a perdu de sa superbe. Il apparaît vieilli, tassé, le visage bouffi. 120 victimes ont été recensées. L'ex-dentiste parle peu, mélangeant français et hollandais. Il reconnaît avoir mal travaillé, mais ne montre pas de réelle empathie pour ses patients. « Je n'étais pas en état de me mettre à leur place, dit-il. J'étais dans une situation psychique où les gens ne m'intéressaient pas. » Pas de réaction notable en écoutant les récits des victimes, comme Sylviane qui indique qu'elle ne voulait pas de détartrage, mais s'est retrouvée captive sur ce fauteuil. J'ai cru que ma tête allait sauter. Après, j'ai senti qu'il m'avait limé les dents et m'avait coupé un truc, la papille maxillaire. Pour sa part, une autre plaignante, Marie-Jo, affirme avoir trop souffert. « On ne peut plus me toucher, même me brosser les dents. C'est un calvaire, confie-t-elle. » À propos de Van Nierop, les experts psychiatres parlent d'un effacement de tout sens moral, d'un défaut majeur de compassion, une personnalité narcissique. Maître Charles-Joseph Houdin, ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des parties civiles dans cette histoire. Vous étiez bien sûr à ce procès et vous avez suivi toute cette enquête. Quand Van Nierop s'en va comme ça, disparaît, c'est fini. Les victimes, c'est pas qu'elles ont envie de bosser les bras, mais elles pensent que c'est foutu. On ne le retrouvera pas. Alors pour les victimes, ça a été un moment terrible. Il faut imaginer. On était au stade en 2013 quand Madame Martin me demande d'intervenir où il fallait se battre pour que les gendarmes enregistrent nos plaintes. Donc c'était déjà perdu. Puis l'information judiciaire, les juges d'instruction ont travaillé, on s'est dit qu'on allait avoir un procès. Et puis patatras, il disparaît. Alors là, les victimes étaient
plus que désespéré. Surtout qu'au même moment, d'un point de vue judiciaire, nous avions agi en justice contre l'assurance de Van Nierop, qui s'appelle la MACSF, pour que l'assurance soit forcée d'indemniser les victimes. Ouais. En raison de son mensonge, quand il ment aux autorités, il ment aussi à son assurance, et son assurance invoque le mensonge et obtient en première instance et en appel la nullité du contrat d'assurance. Deuxième désespoir des victimes, qui comprennent qu'elles ne seront jamais indemnisées. Il n'y aura jamais d'indemnité, c'est ça. La simple tenue du procès à Nevers était déjà une victoire. Mais en plus, ce procès s'est très bien passé. On a été très bien traités, les victimes ont été très bien entendues, mais ça a été très difficile et elles avaient en face d'elles un homme à demi rabougri, qui comprenait rien, qui nous a inventé des histoires, vous l'avez dit, qu'il avait tué ceci, fait cela, qui voulait devenir une femme, il a fait une tentative de suicide. Ouais. Et les victimes se sont senties méprisées. Méprisées par un homme qui n'était pas capable d'empathie. Ouais, c'est ça. C'est ce que disent d'ailleurs les experts psychiatres que je vous ai cités, parce que les rapports sont assez lourds contre ce médecin, ex-médecin. Justement, Nicole Martin, vous êtes patiente et victime de Marc Van Nierop. Vous étiez bien sûr à ce procès. Quel souvenir vous avez de ce face-à-face avec votre bourreau, j'ai envie de dire, et sans les guillemets? Une forme de déception, pas du procès, mais du personnage, dans la mesure où nous étions tous avec l'image de ce grand homme qui méprisait tout le monde, qui toisait de haut toutes les femmes en particulier, qui savaient qu'il était bel homme. Et dans la cabine du tribunal, nous avions en face de nous une loque, un mendiant, une loque, qui ressemblait à rien, qui ressemblait même plus à Van Nierop, qui ressemblait à rien, qui nous regardait qui avait un regard hagard, et on se posait la question de savoir s'il nous reconnaissait, mais je pense qu'avec les yeux fixes, il reconnaissait les victimes qui étaient là et qui avaient osé dire quelque chose contre lui. Il ne bronche pas devant le défilé de ces victimes dont les récits sont effrayants. Non, il ne dit rien. Absolument rien. Il ne bouge pas. Il ne répond pas, ou il dit simplement pas de commentaires. C'est ça. Même devant ses compatriotes. Ça, c'est un point, Maître rappelez-vous. Charles-Joseph Houdin, allez-y. Pardon, même devant ses compatriotes. On aurait pu imaginer qu'il avait une certaine perversité à l'égard de ces horribles Français qu'il n'aimait pas, il maîtrisait pas la langue, mais il avait la même perversité, le même sadisme avec ses compatriotes. Et à l'audience, ses compatriotes, qui parfois même lui disaient des mots en hollandais, n'arrivaient pas à obtenir de lui un sourire ou une réponse ou même un regard de compassion. Oui, il s'est refermé sur lui-même, évidemment, pour éviter sans doute à répondre. Maître Jean-Christophe Coubris, avocat, auteur du livre, je le répète, aux éditions Flammarion, Au nom de toutes les victimes, sur les erreurs médicales. Question simple, pourquoi il n'est pas renvoyé aux assises, ce fameux docteur? Parce que là, les faits, c'est effrayant. Vous avez raison, les faits sont effrayants, la situation est exceptionnelle, on l'a dit, on le répète. Je pense que une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas aux assises, alors qu'il y a un acte volontaire de la part de cet individu, peut s'expliquer dans les séquelles des victimes. Certes, il y a un très grand nombre de victimes. Certes, les séquelles, comme Madame Martin a su l'expliquer, sont terribles parce qu'à vie. Et permanentes, bien sûr. Et permanentes. Puis Dieu sait que c'est gênant, quelque chose qui vous manque dans la bouche, c'est quelque chose qui est horrible, on ne s'y habitue jamais. Pour autant, dans l'incroyable processus de folie furieuse de cet individu, il n'a jamais eu de patient décédé dans son cabinet des suites de ses gestes. Alors que le risque est grand. L'infection du cœur sur une infection dentaire, elle est connue de tous. C'est une réelle préoccupation. Par bonheur, aucun des patients de cet incroyable individu n'est décédé. Parce que là, en effet, je pense que les assises auraient été la seule et unique solution à une attitude aussi détestable. Le 26 avril 2016, le tribunal correctionnel rend son jugement. L'ex-docteur Marc Van Nierop est condamné à 8 ans d'emprisonnement. La peine est assortie d'une interdiction définitive de pratiquer la profession de dentiste.
À la fin de l'été 2017, un peu plus d'un an après sa condamnation, Marc Van Nierop a quitté la maison d'arrêt de Saran, près d'Orléans. À sa demande et avec l'accord des autorités des deux pays, il a été transféré dans un centre de détention aux Pays-Bas. Il devra y purger sa peine. Outre la condamnation du dentiste de l'horreur, la justice a reconnu que 85 patients avaient subi des violences, dont 45 des mutilations, 61 personnes sont victimes d'escroquerie. Il s'avère que le praticien est insolvable. Son contrat d'assurance avait été annulé sur décision de justice, le dentiste ayant menti lors de son installation en France. Les victimes qui ne risquaient alors de toucher aucun dédommagement le seront par le biais de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI. Entre 5 000 et 40 000 euros pour les 17 victimes. Ce sont des indemnisations correctes qui permettent aux gens de se sentir réparés, se félicite alors leur avocat, Charles-Joseph Houdin. Des victimes qui ont dû longtemps batailler pour se faire entendre par les autorités médicales, mais aussi par les gendarmes, un temps réticents à recevoir les plaintes en cascade. Il a fallu plusieurs mois avant que le collectif de plaignants soit entendu, continue à déplorer Nicole Martin, la première à avoir tiré la sonnette d'alarme dans cette affaire. Des victimes toujours marquées dans leur chair et dans leurs esprits par un cauchemar qui, pour certaines, ne s'est pas effacé. Maître Charles-Joseph Houdin, vous les avez défendus et vous les défendez toujours, ces victimes. Est-ce que ce que je dis est exact? C'est un cauchemar qui ne s'est pas effacé et qui ne s'efface toujours pas? Alors, dans leur chair, évidemment. Et mes clients qui continuent à m'appeler décrivent, comme Madame Martin, qu'une dent, ça repousse pas. Ça ne s'arrête pas parce que les procédures ne sont pas terminées. Alors, je vous apporte un tout petit peu de contradiction. Aujourd'hui, on a plutôt une 50aine de victimes qui ont été indemnisées par la CIVI à Bourges pour des sommes un peu plus élevées, mais c'est pas fini. Heureusement, nous avions cette procédure de la CIVI et on peut se réjouir qu'il reste quelques biais pour les victimes à être indemnisées même lorsque l'auteur de l'infraction est insolvable. Mais ça a été un parcours de combattant très difficile, et surtout infaisable sans avocat. Et la plupart des victimes qui n'étaient pas représentées dans la procédure pénale n'ont pas fait de procédure CIVI parce qu'elles n'y ont pas pensé et elles n'ont pas été indemnisées. Donc c'est pas fini, les dents ne repousseront jamais et il reste chez mes clientes, parce que c'est un point que vous n'avez pas abordé. Oui, Van Nierop, il choisissait ses victimes. Beaucoup de femmes, effectivement. Hein. Van Nierop, c'était un homme malin, certainement techniquement bon, puisqu'il a évité les accidents graves malgré ses mauvaises pratiques. Et c'était un homme malin qui choisissait ses victimes, de préférence une femme. Quelqu'un sur lequel il puisse avoir une emprise. Il choisissait pas l'adjudant de la gendarmerie de Château-Chinon. Donc ces victimes, aujourd'hui, les victimes de Van Nierop, elles demeurent dans des situations difficiles, avec des soins qui sont parfois toujours en cours, et tous les matins, et tous les midis, et tous les soirs, quand on se brosse les dents, eh ben, elles pensent à Van Nierop. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des, il faut le dire, il y a des victimes qui ont été défigurées, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a... des dents arrachées, l'émail des dents limées, des dents mal soignées sur lesquelles il a fallu derrière faire des soins extrêmement importants pour poser des implants avec des greffes osseuses. Oui, ça peut rapidement devenir extrêmement problématique. Maître Jean-Christophe Coubris, avocat et auteur du livre Au nom de toutes les victimes aux éditions Flammarion, vous êtes également l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. On entend votre confrère Charles-Joseph Houdin qui parle de parcours du combattant pour les indemnisations. Évidemment, ce cas Van Nierop, il n'est pas isolé. Vous en avez plein, vous, des dossiers comme ça, que vous traitez? Alors, des dossiers comme cela, avec un type aussi fou, heureusement, non. Oui, c'est vrai. On est d'accord qu'on est dans l'exception. Mais des fautes médicales, oui. Et dans la psychiatrie pure, mais avec les fautes médicales, je parlais là du parcours vraiment d'indemnisation. C'est très compliqué, ça, pour les victimes. Alors, Charles-Joseph Houdin est un peu plus jeune que moi. Et c'est vrai que j'ai le souvenir de mes premiers combats d'il y a 25 ans. C'était beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Ça s'est amélioré. Nettement. Les outils dont on dispose aujourd'hui sont beaucoup plus en faveur de la victime. Aujourd'hui, elle peut être entendue. Les experts sont pour la plupart objectifs, compétents. Et nous pouvons arriver, heureusement, dans toutes nos démarches, souvent,
à un résultat satisfaisant pour la victime. En tout cas, à minima, s'approcher au plus près de la vérité, ce qui est toujours l'objectif principal des victimes. Alors ce que vous dites est important, Maître Koubris, ça veut dire qu'aujourd'hui, les erreurs médicales sont mieux prises en compte par la justice. Il y a une écoute supérieure à ce qu'elle était il y a simplement 5-6 ans, par exemple ? En tout cas, il y a 10 ans, c'est certain. Il y a eu un bouleversement, le procès Mediator, tout le monde a entendu parler. Charles-Joseph Houdin et moi-même, nous étions extrêmement concernés. Ouais. Il y a eu un bouleversement, et oui, je le dis sans pour autant exprimer une procédure facile, loin de là. Elle reste difficile, mais l'écoute est différente. Les juges, les experts, le corps médical est beaucoup plus à même d'entendre et de constater d'éventuelles fautes de leurs confrères. C'est ça. Donc il y a une écoute. Enfin, ça, c'est plutôt un point positif d'ailleurs. Hein. Il y a une évolution des comportements et des mentalités qui est importante. Le chemin est encore long pour que nous ayons vraiment une parfaite attitude tout à fait transparente du corps médical, mais il y a un progrès certain, il faut le souligner. Et vous dites que c'est sans doute le Mediator, ce dossier énorme, oui, qui a vraiment mobilisé les esprits et qui a sans doute permis de faire éclater cette bulle. Mais qui a fait comprendre surtout à qui voulait bien entendre que parfois les laboratoires peuvent mentir, parfois les experts peuvent mentir. Et ce n'est pas l'attitude excessive de certains avocats, c'est réellement la vérité. Il y a derrière une blouse blanche, il peut y avoir un type odieux, comme cet individu, Marc. Nicole Martin, je vais vous donner la parole en tout dernier, on arrive au bout de l'émission. Vous nous disiez tout à l'heure que vous y pensiez tous les jours à cette histoire. Ça ne vous quitte pas, et je pense que les femmes qui sont autour de vous, les victimes qui sont autour de vous, c'est la même chose. Vous en parlez entre vous encore aujourd'hui ? Bien sûr, c'est un sujet de conversation rituelle. Chaque fois qu'on se retrouve, donc il y en a qui sont encore en soins, qui sont toujours vérifiés par un dentiste sérieux, parce que ça existe, des dentistes très sérieux. Donc quand on se retrouve, on parle toujours des problèmes Van Nierop. Alors, suivant notre état d'esprit, nous en rayons, entre guillemets, si on peut dire, ou alors nous en sommes toujours catastrophés, soit de notre naïveté, soit de cette fait avoir. Disons que on ne reste pas indifférent face à ce que nous avons vécu. Merci beaucoup Nicole Martin, merci Maître Jean-Christophe Koubris, avocat et auteur du livre, je le rappelle, au nom de toutes les victimes aux éditions Flammarion, et puis merci à Maître Charles-Joseph Houdin qui était également ce soir l'invité de l'heure du crime avec l'affaire Van Nierop, Marc Lédenteur, le dentiste de l'horreur, et puis le combat de ses victimes, combat toujours ardu dès qu'il s'agit de dossiers médicaux. Merci à Justine Vidiot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation, un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir encore avec nous cette heure du crime.